Et pour analyser cette semaine politique, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance, Yves Malo et Émilie Bergeron. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec le dossier de l'ingérence possible de la Chine dans les élections de 2019. Vraiment, ça a dominé la semaine politique à Ottawa. À chaque jour, le premier ministre Trudeau a fait face aux attaques du Bloc, des conservateurs également. Joël Denis, est-ce qu'on commence à y voir plus clair dans cette affaire-là ou si c'est toujours aussi nébuleux? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a encore des circonstances à éclaircir, je vous dirais. On sait on soupçonne depuis longtemps que la Chine se livre à des activités d'ingérence, d'espionnage au Canada. Ça, c'est pas nouveau. Mais dans quelle mesure ça a pu affecter les résultats des élections de 2019 et 2021? La question demeure. Selon le premier ministre, l'intégrité du système a été maintenue. Mais il reste qu'il y a eu un reportage qui fait encore les manchettes, c'est-à-dire celui de Global, qui disait que 11 candidats, à la fois des candidats du Parti conservateur et du Parti libéral, auraient reçu du financement de la part de la Chine pour tenter d'influencer l'issue des élections. Donc ça reste nébuleux. Il faudra quand même continuer à creuser cette affaire pour la tirer au clair. Oui. Yves, M. Trudeau a admis cette semaine qu'il doit choisir ses mots quand il parle de ce dossier-là. On sait évidemment qu'il y a des enjeux de sécurité publique. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette affaire par le premier ministre Trudeau? Vous savez, c'est difficile de blâmer M. Trudeau parce qu'il doit garder un ton relativement neutre. Parce que, bien sûr, c'est délicat à avoir à négocier avec une superpuissance, surtout si la superpuissance en question, c'est un régime totalitaire. C'est délicat parce qu'on le sait, la Chine peut être intrusive à plusieurs niveaux. C'est délicat aussi parce que c'est un important partenaire commercial. Alors, il peut se faire reprocher toutes sortes de choses, M. Trudeau, dans ses relations avec la Chine, mais le ton qu'il garde, je pense qu'il n'y a pas le choix d'avoir ce ton relativement neutre et d'avoir à choisir ses mots au fur et à mesure que les événements se produisent. Émilie, on vient d'entendre le chef du Bloc, les bloquistes et les conservateurs s'en sont donnés, mais vraiment en cœur joie cette semaine. Le Bloc a même soulevé des questions sur le financement chinois qu'aurait reçu le premier ministre Trudeau dans son comté de Papineau en 2015. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'opposition cette semaine? Cette attaque-là des bloquistes, en fait, c'est une reprise un peu à leur sauce d'une clarification ou d'une attaque que faisaient déjà les conservateurs. Et c'est normal que les conservateurs et les bloquistes tapent sur ce clou. Ils ont raison de le faire parce que je pense que c'est payant pour eux. Ils le font aussi parce que ils exploitent une brèche dans la réponse de M. Trudeau, je crois, parce que M. Trudeau insiste beaucoup sur des fonds qui n'ont pas été touchés à sa connaissance par aucun candidat, mais le réseau Global quand même a parlé d'un réseau allégué, donc d'un vaste réseau. Donc eux exploitent cette brèche. Finalement, ils disent que M. Trudeau ne répond pas complètement à la question et ils exploitent aussi un flou parce qu'il y a des informations manquantes. La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, l'a dit clairement, elle peut pas donner d'informations à ce stade-ci et on dirait pas qu'elle va en donner parce que il y a des questions de sécurité nationale en jeu. Donc, c'est un flou sur lequel aussi les partis d'opposition peuvent définitivement jouer. Donc, ça reste encore nébuleux. On va se transporter du côté de Québec parce que la semaine a été chargée du côté de Québec. C'était en fait le début de la nouvelle session parlementaire mardi. Le premier ministre François Legault a présenté son discours inaugural mercredi. Priorité de ce discours, la protection du français au Québec. Et ce soir, le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, rencontre la ministre des langues officielles du Canada à Ottawa, Mme Petitpas-Taylor, selon du moins ce que rapporte le journal Le Droit. Joël Denis, on se doute bien que le projet de loi C-13 sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, ça va être à l'ordre du jour des discussions. Les libéraux veulent adopter ce projet de loi-là le plus vite possible, peut-être même avant les fêtes. À quel point les relations entre Québec et Ottawa sont tendues, je dirais, sur ce dossier-là? On sent que quand même le fédéral a fait un petit pas en direction du Québec, mais il reste que Québec en fait sa priorité, comme vous l'avez mentionné, et ne fera pas de compromis sur la protection du fait français. D'ailleurs, la loi 96 qui a été adoptée, le gouvernement fédéral songe à se joindre au mouvement de contestation devant les tribunaux, et ça, peut-être que le ministre Roberge va vouloir faire tirer les choses au clair avec la ministre Petitpas-Taylor, lui disant qu'on ne devrait pas toucher à la loi 96 parce qu'elle vise à consolider la place du français au Québec. Il reste que il y a eu quand même quelques pas de fait aussi de la part du gouvernement Legault dans le dossier d'immigration.
on sent moins, comment dirais-je, l'animosité peut-être? L'animosité, oui, un peu plus d'atomes chaleur. Parce que de chaleur et que le gouvernement Legault maintenant sait qu'il doit maintenant augmenter les taux d'immigration, les seuils d'immigration au Québec pour protéger la langue française. Donc, ça va faire partie de sa stratégie et probablement là-dessus qu'il y aura une plus grande collaboration entre Québec et Ottawa sur la question de l'immigration si le fédéral réussit à mettre de l'ordre dans ses propres affaires en accélérant le traitement des demandes d'immigration, mais aussi en acceptant davantage d'immigrants francophones au pays. Oui, Émilie, pour revenir sur la question du français, ça a été central à Québec cette semaine. Oui, à Québec, vous l'avez dit avec le discours inaugural de François Legault, mais aussi à Ottawa avec ces nouvelles données de Statistique Canada, donc la dernière série de données sur le tiré du recensement du plus récent là, en 2021. Et ce qu'on voit, ben c'est ce que ça confirme que l'anglais comme langue principale utilisée au travail continue de gagner du terrain. Donc même si c'est quelques points de pourcentage, le gouvernement Trudeau doit expliquer comment son projet de loi C-13, là, la fameuse réforme de la loi sur les langues officielles, comment c'est ça la solution au recul du français dans les milieux de travail au Québec. Donc, pourquoi ne pas accéder à la demande de Québec de lui permettre d'appliquer la Charte de la langue française dans les milieux professionnels sous juridiction fédérale? Donc, il doit revenir là-dessus forcément. Et M. Trudeau ferme la porte encore une fois, mais il doit bien l'expliquer pourquoi c'est ça le choix d'aller avec le projet de loi C-13, un projet de loi qui, il faut le rappeler, piétine là, depuis plusieurs rencontres au Comité des langues officielles. Bon, aujourd'hui, il semble y avoir un accord entre les partis pour faire cheminer, pour limiter du moins le temps de débat restant, mais ça va être encore plusieurs rencontres. Ça va se conclure après Noël, donc ça aussi, ça reste à voir. Sur un autre dossier chaud de la semaine, la première ministre Danielle Smith et son projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta. Bon, Yves, il y a plusieurs politiciens, des politologues également, qui ont vraiment taillé en pièces ce projet de loi de Mme Smith. Quelle est votre réaction à vous à ça? Écoutez, à première vue, il n'y a pas grand-chose qui tient la route dans ce projet de loi, tant du point de vue légal que constitutionnel. On a l'impression que Mme Smith est à la tête d'une entreprise et que le Conseil des ministres, c'est son conseil d'administration qui a tous les pouvoirs sur tout. Alors, ça tiendra pas la route. Ceux qui risquent de travailler le plus sont les juges et les cours des différentes instances, à moins que Mme Notley remporte la prochaine campagne électorale en Alberta. C'est ça le grand point d'interrogation. Il nous reste 30 secondes. En terminant, un mot sur la nouvelle stratégie Indo-Pacifique qui a été présentée dimanche dernier. Ottawa qui investit 2,3 milliards sur 5 ans, notamment pour prendre ses distances avec la Chine. C'était très attendu. Émilie, est-ce que ça passe le test? Ça répond aux attentes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'aimerais attirer votre attention sur un commentaire de Roland Paris, là, cet ancien conseiller du premier ministre Trudeau. Lui, ce qu'il dit, c'est le premier document stratégique aussi complet en matière d'affaires étrangères que le gouvernement du Canada présente depuis des années. Mais il dit aussi, moi, j'aimerais qu'on m'explique mieux comment le gouvernement va atteindre ses cibles. Alors, c'est ça la question et c'est ça que les partis d'opposition aussi vont surveiller. Par exemple, ça a été relevé que le nombre de diplomates, par exemple, le nombre d'embauches, il n'y a pas de cible concrète dans la stratégie. Alors, il faut s'en remettre à une vieille déclaration de M. Trudeau qui parlait d'une 60aine d'embauches. Donc, voilà, le diable est dans les détails. C'est ça, oui, parce qu'on a dit que ça manquait de clarté. Joël Denis, Yves et Émilie, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.